Madame, Monsieur, bonsoir. Dans le débrief cette semaine, les mots disent beaucoup, parfois trop, parfois pas assez. À Esfi, les inondations sont renvoyées au destin, pendant que d'autres s'interrogent sur le sens même des mécanismes de solidarité censés protéger nos citoyens. Mais quand la crise frappe, qui est responsable et qui doit agir ? Ailleurs, les promesses se multiplient, promesses de sécurité, de fermeté, de changement. Et sur un terrain de football comme dans l'arène politique, les déclarations dessinent déjà les lendemains espérés. Sur la scène internationale, le ton se durcit. Menaces de guerre, avertissements sans détour, appel à la paix et blocus annoncé. De l'Europe de l'Est à l'Asie du Sud-Est, de l'Amérique latine à l'Océanie, chacun affirme sa vérité, sa souveraineté et ses lignes rouges. Mais à force de mots martiaux, qui maîtrise encore l'escalade? Et pendant que les discours s'entrechoquent, d'autres annonces passent presque inaperçues, notamment celles liées aux investissements, aux bases ouvertes, aux stratégies économiques qui avancent loin des projecteurs politiques. Alors cette semaine, comme chaque semaine, le débrief raconte pour vous un monde fragmenté, tendu et surtout incertain, un monde où chaque déclaration est un message que nous décortiquons en compagnie de nos experts. D'abord, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Moustapha Sahimi, notre incontournable politologue. Bonsoir, professeur Sahimi. Bonsoir. Et avec nous aussi pour parler de cette géopolitique incertaine, notre expert en relations internationales, Hafid Boutaleb. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Le monde, comment se porte-t-il ? Ça va comme il était hier. Comme il le sera, Inch'Allah, on l'espère demain. Mais rien n'est sûr. Et se joint à nous aussi pour parler business, mais pas que, le consultant en entreprise, Hicham Ben Saïd Alaoui. Bonsoir et merci de vous joindre à nous depuis Casablanca. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Comment s'est réveillée notre capitale économique après ce sacre des Lions de l'Atlas qui ont décroché hier à notre plus grand bonheur la deuxième coupe arabe de leur histoire en s'imposant face à une courageuse sélection jordanienne, il faut le dire. Une rencontre quand même marquée par ce somptueux lob de plus de 50 mètres signé Oussama Tennan, Hicham Ben Saïd Alaoui. Alors, un commentaire d'abord de ce match qui a retenu le souffle de millions de Marocains jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la 120e minute. En fait, tout y était. Franchement, tous les astres étaient alignés. Je me rappelle de ma précédente intervention lors d'une émission. Nous parlions du positionnement très africain du Maroc avec la ZLECAf et GCC du Maroc avec le sommet en marge du Gulf Channel Cooperation, de Pedro Sanchez qui nous accueille en Espagne, à Madrid. Et là, le positionnement arabe marocain est confirmé quelques semaines après avoir remporté le CHAN, qui est une compétition continentale qui regroupe les joueurs issus des championnats locaux. Et donc le positionnement africain, le positionnement arabe, le positionnement méditerranéen, le positionnement mondial de plus en plus du Maroc est confirmé. Là, en l'espèce, c'était une alchimie totale parce que le critère était la qualification de joueurs sur la base des championnats dans lesquels ils œuvrent. Et à ce titre, nous avons eu des joueurs de notre Botolan, notre cher Botolan, notre cher championnat, des anciens joueurs de l'équipe nationale A qui nous venaient d'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Arabes Unis. Tout était aligné, des jeunes, des confirmés, des beaucoup moins jeunes, des gens qui ont marqué l'histoire. Un Safio, et Dieu sait que de ces deux circonstances, en ce moment, avec très grosse pensée pour la ville de Safi, c'est Abdelrazak Hamdallah qui était remplaçant et qui viennent débloquer la situation avec un but égalisateur, puis un but final. En fait, le destin parfois nous fait des clins d'œil, quelquefois cruels et souvent heureux, si on est dans une posture optimiste. Donc c'est un trophée de plus qui fait qu'en octobre, nous avons été champions du monde des moins de 20 ans. En novembre, nous avons été quart de finaliste des moins de 17 ans. En décembre, nous sommes champions arabes. Inch'Allah, en janvier, nous serons champions d'Afrique. Et dans quelques mois, peut-être un peu plus, si nous osons penser à l'absoluta, à la Coupe du Monde, et financièrement par des formations professionnelles, je dirais quand même que ce trophée nous ramène à la bagatelle de 7,1 millions d'euros, donc pas loin de 80 millions de dirhams, ce qui est très bien pour quelques semaines de compétition.
Bravo à toutes, bravo à tous, bravo à Skitiwi, bravo au staff. Alors, en parlant de clin d'œil et de Skitiwi, puisque c'est une émission où nous décortiquons les verbatims, je voudrais m'arrêter sur ces déclarations. C'était la veille du match du sélectionneur d'équipe de Jordanie, qui est aussi marocain, rappelons-le, qui a quand même mené cette équipe jordanienne jusqu'à la finale de cette Coupe arabe, Jamel Slami, qui dit que, et ça c'est vraiment une déclaration assez intéressante à décortiquer. À mes yeux, Tariq Skitiwi est le futur sélectionneur de l'équipe nationale marocaine A. Dixit Jamel Slami. Commentaire Hicham Ben Saïd Alaoui. Il y a deux manières de voir le commentaire. Connaissant un peu Jamel Slami, je vais retenir le pendant très positif parce que c'est, comme on le dit trivialement, un très grand witness. En retenant le commentaire positif, c'est le positionnement tout simplement de Tariq Skitiwi comme ce qu'il est, c'est-à-dire un immense joueur. Il a été un des meilleurs jeunes joueurs de sa génération. Il avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 97 avec Rachid Taoussi, avec une très très belle génération. Il avait joué par la suite en Europe. Il avait marqué un but d'anthologie face à l'Olympique de Marseille quand il jouait sous les couleurs de Porto. Donc, très grand joueur. Par la suite, très grand coach qui a gravé les échelons progressivement parce qu'il a été éducateur à l'Académie Mohamed VI avant de s'aguerrir dans certains projets, notamment le projet de l'Union sportive de Touarega. Il a été vainqueur de la Coupe du Trône avec le MAS. Il a été champion d'Afrique, on n'en parle pas assez, avec la Renaissance sportive de Berkane. Il nous a ramené une médaille de bronze historique des Jeux olympiques de Paris. Il a gagné le Chan il y a quelques semaines. Il a gagné la Coupe arabe hier. Et donc, assez légitimement, dans un plan de succession, peut-être pas à court terme, Jamel Slami, qui lui-même a un super parcours et lui-même, pour être éligible à entraîner la sélection marocaine sans aucun problème, a voulu jeter des fleurs tout à fait méritées, des éloges tout à fait pondérés pour son compatriote et ami Tariq Skitiwi. En revanche, j'ai trouvé la déclaration relativement maladroite parce qu'à quelques jours d'une compétition majeure, qui est la Coupe d'Afrique, sous-entendre que peut-être on penserait à un plan de succession pour l'actuel sélectionneur est pour le moins pas la plus heureuse des formulations qu'ait trouvé Jamel Slami. Mais encore une fois, connaissant le personnage, je retiens le très positif. Il a voulu rendre un hommage appuyé et mérité à son collègue, mais sans doute que la formulation n'était pas des plus heureuses parce qu'il faut toujours respecter les personnes en place. Et les personnes en place, à savoir Walid El Regragui, font de l'excellent travail avec une série de victoires historiques. Il vient de battre un record. Il aborde une Coupe d'Afrique, Inch'Allah, dans les meilleures dispositions. Donc, moi, je pense priorité maintenant à ce qui vient et pas à ce qui s'est passé, c'est-à-dire tous derrière Walid El Regragui en tant que sélectionneur de l'équipe nationale. Mustafa Sahimi, un commentaire sur un... Je partage partiellement avec mon ami ce qui a été dit, mais je dois avouer ma gêne. Moi, je pense que Jamel Slami est un homme estimable, qui a un parcours, etc. Mais je pense qu'il aurait dû faire montre de retenue. Oui. Il ne lui appartient pas de préempter par avance la désignation du futur sélectionneur de l'équipe nationale marocaine A. Ça appartient à d'autres instances, à d'autres cadres, etc. Et je dois dire que je suis embarrassé par un commentaire de ce type. Il sort de son couloir et il interfère sur des processus décisionnaires qui relèvent de comptabilité multiple, etc. Je crois que c'est assez gênant. Mais il s'aligne quand même sur certaines voix qui auraient des doutes sur le sélectionneur actuel, Hafid Boutaleb, pour clore ce chapitre footballistique. Un commentaire. Ben, écoutez, je pense qu'il faut quand même être derrière Walid El Regragui, c'est lui. Évidemment. Oui, et surtout, bon, pour le moment, il enchaîne des victoires. Alors, encore une fois, les experts de foot, il y en a. C'est pas mon cas, donc je ne peux pas vous dire exactement si oui ou non cet entraîneur est bon, mais je pense que quand on voit les résultats, il faut se baser sur les résultats. On voit quand même une suite de victoires depuis plusieurs mois et surtout un entraîneur résolu à aller jusqu'au bout de la CAN. C'est Hafid, nous avons une particularité dans le domaine du foot. Nous avons 10 millions, en gros, 10 millions d'experts du foot. Minimum. Voilà. Maintenant, parce que Chacun les femmes s'y sont mises aussi. Parce chacun un que candidat, depuis la Coupe etc. du Monde du Qatar, les femmes aussi sont devenues des expertes. Mais oui, ça, autoproclamées mais ça, en football. Je recommande cette implication des femmes. Oui, ça, Eh bien, bon, donc encore une fois, toutes nos félicitations, c'est une fierté nationale de tous les lionceaux de l'Atlas qui nous ont fait vibrer, qui nous ont vraiment rendus encore une fois très fiers grâce à ces différents sacres. Et le dernier en
en date, donc c'était hier avec cette coupe arabe, deuxième coupe arabe de l'histoire des Lions de l'Atlas. Nous allons enchaîner avec des nouvelles moins bonnes. C'était en début de semaine, ça a été évoqué tout à l'heure par Hicham Ben Saïd Alaoui. C'est bien sûr ces inondations catastrophiques, dramatiques, qui ont frappé la ville de Esfi. Et ce commentaire de notre chef du gouvernement, c'était au Parlement, au lendemain des inondations qui ont coûté la vie à des dizaines de citoyens. Aziz Arnouch de déclarer: la situation de Esfi est attribuée au destin et aux fortes pluies qui ont provoqué les inondations dans la région. Dixit Aziz Arnouch, chef du gouvernement du Maroc. Bien sûr, c'était au Parlement pour la session mensuelle des questions orales. Mustafa Shimi, un commentaire sur ce verbatim qui nous vient de nos chefs du gouvernement. Écoutez, on reste sur sa fin. On reste sur sa fin avec des déclarations de cette nature-là. Évidemment, le destin, il est là pour tout le monde, donc c'est quelque chose qui nous échappe. Bien. Les fortes pluies, c'est une lapalissade, etc. On attend du chef de l'exécutif des réponses opérationnelles sur ce qui a été fait. Sur ce qui a été fait et ce qui doit être fait. Le gros problème de ces inondations, qui se multiplient d'ailleurs, etc., ça tient à un déficit des politiques publiques. Déficit des politiques publiques, nous n'avons pas suffisamment de prévention. Nous réagissons quand il y a des inondations et des dégâts. Dans 8 jours, plus personne ne parlera de la quarantaine de victimes au moins d'Esfi et des disparus, etc. Voilà, on fonctionne de manière émotionnelle, ponctuelle sur ceci, etc. Je note d'ailleurs que jusqu'à plus ample informé, il n'y a pas eu de ministre à Esfi. Ah, eh oui, sur place, bien. Il n'y a pas eu de représentants de partis politiques, de la majorité ou de l'opposition, pour aller voir un peu comment vivent les citoyens, comment s'organiser. Il y a un dévouement, en revanche, d'un certain nombre d'associations. Et puis, il y a le rôle particulier d'un département qui est un département, une sorte de voiture-balai. C'est-à-dire, quand la chaîne de gouvernance est défaillante, ça retombe sur qui? Ça retombe sur le ministère de l'Intérieur. Et sur ce plan-là, je crois qu'il y a un travail exceptionnel qui a été fait par le ministère de l'Intérieur avec les composantes qu'il a sous sa tutelle, la protection civile, tout ça, etc. Et c'est quelque chose d'important. Et puis, ce qui me gêne encore, aujourd'hui, je fais état de ma gêne sur ce plan-là. Encore? Eh oui, c'est une fatalité. Oui. Donc nous sommes là face à une fatalité parce que c'est une fatalité ou c'est un fatalisme de dire que on est fataliste en fait en disant que c'est la faute au destin? Oui, enfin, mais la faute. Oui, mais en tout cas, la situation est attribuée au destin, clairement. Le fatalisme n'est pas une politique. Le fatalisme est une attitude qui est passive. Ce que j'attends des politiques publiques, c'est qu'elles soient proactives. Qu'elles soient proactives, et il faut faire le bilan quand même de cette politique-là. Il faut rappeler qu'il y a une subvention qui est prévue dans le budget, donc un fonds spécial qui a été créé. L'opposition, par la voix du secrétaire général du mouvement populaire, Mohamed Ouzine, a appelé à activer ces fonds. En gros, Mohamed Ouzine a déclaré: si le fonds de solidarité contre les événements catastrophiques n'est pas activé pour Esfi, à quoi sert-il? Ce que dit Mohamed Ouzine est inexact. Il est inexact parce que ce fonds de solidarité pour les catastrophes naturelles a été créé en 2020. Oui. 2020. Et il figure dans la loi de finances. 2019, pour être plus exact. En 2019. On va laisser cette polémique de côté. Non, il a été créé en 2019, mais il n'a jamais été activé jusqu'à présent. Si, il a été activé. Si vous le permettez, on le retrouve dans toutes les lois de finances depuis 2020, mais ça n'est pas une ligne budgétaire autonome. Il est variable pour 2026. 2025, c'est 500 millions de dirhams. Pour 2026, ça varie. Pourquoi ça varie? Parce que c'est un fonds, c'est une taxe parafiscale. Oui. Parafiscale qui vient d'où? Elle vient d'un taux de 1,5%, c'était 1% par an, sur les cotisations et les primes d'assurance. C'est ça le financement. D'assurance non-vie, exactement. Ouais, non-vie, c'est extrêmement important. Donc nous sommes là dans une situation où il n'y a pas une ligne budgétaire fixe
prévu pour ce fonds de solidarité contre les événements et les catastrophiques. Et c'est extrêmement préoccupant parce que, comme on ne sait pas exactement la dimension de ce fonds-là, il n'y a pas de mesures politiques d'accompagnement. Premier problème. Deuxième problème, c'est la bureaucratie. Un fonds de solidarité comme ça doit être réactif, c'est-à-dire une déclaration de circonstances exceptionnelles, catastrophiques. Mais ça n'a pas été déclaré. ESFI n'a pas été déclaré une ville sinistrée. Une ville sinistrée, exactement, jusqu'à ce jour. Donc il y a un constat, une réactivité et donc un plan d'urgence, de dépannage pour ceux qui ont perdu leurs boutiques, ceux qui ont perdu leurs affaires, ceux qui ont perdu, etc. Et les proches aussi. Et les proches, sans parler des victimes et des blessés. Donc il y a là un problème de politique publique, de prise en charge d'une problématique. Or, ça, on ne sait pas faire pour ce qui est de la gouvernance des politiques publiques. Commentaire, Hicham Ben Saïd Alaoui, notamment sur cette ville de ESFI. On en a déjà parlé à l'occasion d'une autre émission avec vous. Est-ce que... Première question, est-ce une ville oubliée selon vous? Deuxième question relative, vous connaissez très bien le sujet des assurances, relative à ce fonds de solidarité contre les événements catastrophiques. Est-ce qu'il doit être activé pour ESFI? Hicham Ben Saïd Alaoui. Sur le premier volet, je n'irai pas sur le terrain de ville oubliée ou pas, qui resterait forcément sur le volet subjectif. Je parlerai plus objectivement sur ce que peut apporter ESFI. ESFI est une ville géostratégiquement très bien située parce qu'elle est au confluence entre Casablanca et le pendant sud du pays, bien entendu la Lyon Dakhla, mais également Marrakech-Agadir. C'est une ville très riche d'un point de vue d'agriculture, avec notamment la culture de capre, d'un point de vue de pêche aussi, avec sa façade maritime atlantique. C'est une ville qui, touristiquement, peut avoir beaucoup plus d'attrait qu'est-ce qu'elle n'attire actuellement, notamment par du tourisme un petit peu différent des sentiers battus. Si Walidia, par exemple, s'en sort très bien touristiquement et un peu ou beaucoup plus loin, Souera, Agadir s'en sort très bien sur la façade, je ne comprends pas forcément pourquoi ESFI n'attirait pas beaucoup plus de touristes, parce qu'il y a l'ancienne Médina portugaise, parce qu'il y a de très très belles constructions, parce qu'il est possible d'attirer par exemple des touristes issus du monde du surf. Solution de repli lorsqu'il ne fait pas très beau en Europe. Beaucoup vont au Portugal. J'ai jamais compris pourquoi beaucoup allaient au Portugal, qui, contrairement aux idées reçues, n'est pas un pays méditerranéen mais atlantique. Pourquoi ils vont au Portugal? Ils viennent pas chez nous, par exemple. Donc, alors qu'on a à Ras El Faa, près de ESFI, l'une des vagues les plus parfaites au monde, et on n'a rien à envier à Nazaré au Portugal. Je ferme la parenthèse. Tout à fait. Pour les surfeurs de gros, comme on dit, c'est-à-dire les grosses vagues, Ras El Faa, qui en plus permettrait d'aller à Walidia, pas très loin, d'aller à Souera, d'aller à Jdida, d'aller à Asfi. Donc, que ce soit les capres, que ce soit le poisson, que ce soit le surf ou d'autres relais de touristes, que ce soit Maroc Chimie, parce que c'est un pôle industriel de tout premier plan, que ce soit en termes d'infrastructure avec un port, que ce soit en termes de tourisme interne, je pense que cette ville d'Asfi, en oubliant bien entendu, ou sans oublier, ça dépend du positionnement, le fameux positionnement dans la poterie, je pense que cette ville a tellement plus d'atours que ce qu'elle en profite très concrètement. Donc je pense qu'il est possible d'exploiter davantage le potentiel très important de cette ville de Safi, en rappelant le positionnement assez exceptionnel du Maroc par rapport aux autres pays africains. Nous n'avons pas de macrocéphalie. Dans beaucoup de pays, vous allez trouver par exemple Dakar et Saint-Louis, vous allez trouver Port Harcourt et Lagos, vous allez trouver Le Caire et Alexandrie. Au Maroc, les villes qui dépassent les 300 000 habitants, il y en a facilement une quinzaine. Et qui dépasse le million, il y en a facilement, on n'est pas loin de la dizaine. Donc, je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, la ville de Safi devrait faire mieux parce qu'il y a tout à Safi, pour tous les arguments que j'ai cités, pour tous ceux que j'ai oubliés, et Dieu sait qu'il y en a. Pour répondre au deuxième sujet, pour moi, le débat est très intéressant. Parce que d'un côté, c'est l'apanage du chef de gouvernement. Donc, je ne ferai absolument pas d'ingérence sur un domaine qui ne me concerne pas, c'est l'apanage d'une institution. En revanche, là où le débat devient très intéressant pour moi, c'est que, comme l'a rappelé à juste titre le professeur Sfini, si le FSEC, en termes de contribution, a vu sa contribution augmenter, renchérie de 50%, nous sommes passés de 1 à 1,5%.
c'est bien dans une optique où ça doit servir à quelque chose. Moi, intuitivement, lorsque je vois des dizaines de mes compatriotes en grande difficulté, je pense que si on pouvait activer ce levier, moi en tant que citoyen, même si je ne représente que moi-même et je ne suis pas quelqu'un de particulièrement élevé, ça me ferait plaisir. Deuxième sujet dont on ne parle pas beaucoup, c'est le fameux sujet de la multirisque habitation. Parce qu'il y a ce que peut faire l'État, mais il y a aussi ce que peut faire le particulier. Eh bien, figurez-vous que la multirisque habitation, qui couvre parfaitement ce type d'événement, a un taux de pénétration au Maroc de 4,22%, selon le terme d'une étude que je viens de consulter. Et lorsque la multirisque habitation est requise dans le cadre d'un emprunt bancaire, nous dépassons allègrement les 80%. D'un côté, vous avez le fameux triptyque. Lorsque l'assurance n'est pas obligatoire au Maroc, il y a un effort de vulgarisation pour qu'on souscrive de plus en plus en tant que Marocain à des assurances affinitaires ou non obligatoires pour sortir du triptyque responsabilité civile automobile, accident de travail, une garantie adossée à un emprunt. Mais d'un autre côté, lorsque nous voyons le coût de la multirisque habitation, qui est de quelques centaines de dirhams, et qui peut être porté à quelques dizaines de dirhams, lorsque l'assiette augmentera, je sais qu'il y a une étude en cours pour rendre obligatoire le dispositif de multirisque habitation, là, je pense qu'on va s'insérer davantage dans un dispositif plus moderne que archaïque, excusez-moi l'expression. Ce que j'appellerais un dispositif archaïque, c'est un dispositif dans lequel on demanderait à l'État de tout faire. Oui, mais ce n'est pas l'État qui fait tout. Non, Hicham Ben Saïd Alaoui, ça a été rappelé tout à l'heure par Srimi. Ce fonds est financé par nous aussi qui détenons une assurance non-vie. Donc, c'est un prélèvement qui est fait déjà sur une taxe que nous payons. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui prend ça en charge. En gros, ce n'est pas le contribuable. Si on veut même aller dans le détail. Mais c'est une taxe qui est déjà prélevée sur les détenteurs d'assurance non-vie. Je souscris parfaitement à la logique, mais dans ma logique subjective qui n'engage que moi, lorsque vous avez, si c'est un drame, quelques dizaines de victimes, contrairement à quelques milliers de victimes pour un séisme comme le séisme de House par exemple, je pense que la multirisque habitation, avec quelques dizaines de dirhams ou quelques centaines de dirhams requis aux habitants, serait beaucoup plus opportune par rapport à une contribution nationale, quand bien même ce sujet est d'une extrême importance. Il nous a tous fait très très mal au cœur, mais si on raisonne très pragmatiquement, s'il devait y avoir d'autres événements de ce type dans les semaines ou les mois à venir, quid de la pérennisation de ce fonds? Donc pour moi, la réponse viendrait des assureurs privés avec le relais du multirisque habitation qui permettrait d'aller de l'avant, même si, et je conclurai là-dessus, lorsque j'entends le premier verbatim où il est question de destin, il est question d'inondation, je dirais que ça ressemble quand même très fort à ce qu'on pourrait appeler une catastrophe naturelle ou un cas de force majeure. En effet. Et donc, l'activation du FSEC, juste sur la base du premier verbatim, où on parle de destin, où on parle d'événements venus d'ailleurs, je pense que l'activation du FSEC pourrait faire sens sans choquer beaucoup de monde. Très bien. Et donc, du coup, la responsabilité, parce que je posais la question dans mon introduction, à qui incombe la responsabilité, selon vous, Hicham Ben Saïd Alaoui, elle incombe aux assurances pour peut-être adapter aussi leur taux. Parce que quand on parle d'assurance habitation, on a vu déjà l'état des habitations. Donc, peut-être aussi adapter l'offre à la réalité du marché et selon aussi les différentes provinces. Vous avez rappelé cette province de Esfi qui reste une province quand même d'une population assez importante. On parle de 700 000 dans la province, peut-être 300 000 dans la ville de Esfi. Mais en tout cas, la responsabilité partagée est aussi une grosse question. Si on devait tenir compte en fait de cette donnée du fonds ou qu'est-ce qu'on fera de ce fonds, de l'enveloppe qui est réunie dans ce fonds, quand bien même elle est citée dans les projets de loi de finances différents, comme l'a rappelé à très très juste titre professeur Srimi tout à l'heure. Nous allons ouvrir à présent, messieurs, le chapitre international. Au sommaire de l'actualité en début de semaine, c'était le lendemain de cette fusillade dimanche dernier dans cette plage très connue de Sydney, Bondi Beach, qui a fait 15 morts et des dizaines de blessés. Bondi Beach, c'est bien sûr à Sydney, en Australie. Le Premier ministre australien a réagi avec des termes très forts. Nous ne tolérons pas la haine et la violence dans nos communautés. Nous renforcerons les lois pour protéger tous les Australiens.
Fin de la citation du Premier ministre d'Australie. Hafed Boutaleb, c'est quand même c'est un événement qui a ravivé ce sentiment d'antisémitisme dans le monde. Et puis l'Australie qui n'a pas connu de tels événements depuis les années 90. Oui, effectivement, l'événement est dramatique. Quand on voit les images, on voit très bien que ce père et son fils tiraient sur ces innocents estivaliers comme on tirerait sur des lapins. Comme on tire sur des pigeons dans un tir au pigeon. Juive. Et voilà, c'était en pleine Hanouka. Et aussi, rappelons quand même la position courageuse d'Anthony Albanese, Premier ministre australien, sur la question palestinienne. Oui. Où il n'a pas reculé sur la reconnaissance d'un État palestinien, n'a pas reculé sur la mise en minorité du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour les crimes qu'il a commis à Gaza. Et donc, voir cette communauté juive se faire terroriser ainsi, en pleine Hanouka, avec 16 victimes et des dizaines de blessés, c'est d'une certaine manière, pour Anthony Albanese, un signal d'alarme. Il fallait absolument intervenir pour réconcilier les Australiens. Et aussi, il y a eu ce geste incroyable de ce ressortissant syrien qui vit à Sydney, qui s'est jeté sur les assaillants, et il se trouve qu'il est musulman. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle de ce drame, c'est que grâce à ce geste courageux et isolé de ce ressortissant syrien, on n'est pas rentré dans une logique de clash des civilisations, de clash des religions. On a très vite constaté comment Benjamin Netanyahou s'est jeté. On a l'impression que Benjamin Netanyahou est heureux à chaque fois qu'il y a un attentat anti-juif dans le monde. Vraiment, on a l'impression que pour lui, ce sont des bonnes nouvelles. C'est un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce, exactement. Et donc, il s'est jeté sur cette affaire pour mettre en avant, ou plutôt questionner les positionnements de l'Australie sur la question palestinienne. Donc, toujours associer l'antisémitisme avec la stratégie de l'extrême droite israélienne. Or, on a vu là Anthony Albanese renforcé par ce geste isolé de ce ressortissant syrien à Sydney, intervenir pour rappeler qu'il n'y a aucune corrélation entre les deux événements, entre le positionnement de l'Australie sur la question palestinienne et cet événement-là, et cet événement dramatique terroriste, et que l'Australie, quand même, reste un havre de paix pour toutes les populations mondiales, quelles que soient leurs origines. Toutes les communautés. Toutes les communautés aussi, oui. Y compris la communauté juive. Et vous savez, l'Australie a longtemps mené une politique raciale dans son immigration. Il y avait White Australia, la politique de White Australia, jusqu'aux années 70, c'est pas très longtemps. Donc l'Australie ne s'est ouverte vers les minorités que dans les années 90. C'est une nouvelle Australie aujourd'hui que l'on connaît. Ce n'est plus la même Australie que celle des années 80-90. Il y a des minorités, il y a plusieurs religions qui ressemblent maintenant plutôt à ce qu'on voit en Amérique du Nord. Et donc ces événements-là ne doivent pas remettre en cause cette politique d'ouverture que l'on constate chez les Australiens. Avec, si vous le permettez, pour ce qui est du Premier ministre australien, Anthony Albanese, un passif. C'est quoi le passif ? C'est le fait que les autorités australiennes ont toujours mésestimé la menace terroriste dans leur pays. C'est vrai. Et ils n'ont pas pris les mesures appropriées à cet égard. Quelles sont les mesures ? Est-ce que c'est des mesures plus restrictives en termes d'immigration ? Certains parlent aussi de mesures relatives au port d'armes. D'ailleurs, c'est la première réaction du Premier ministre australien. Quelles sont ces mesures-là ? Alors, les mesures, c'est d'abord un contrôle plus rigoureux, évidemment, de l'immigration et de l'immigration irrégulière. C'est extrêmement important. Deuxième mesure, c'est un dispositif de lutte antiterroriste. Et sur ce plan-là, les autorités australiennes sont défaillantes parce que c'était une manière de dire « pas chez nous ». C'est ailleurs, c'est dans d'autres latitudes asiatiques, africaines, tout ce que vous voulez, etc. Mais l'Australie, c'est un cas de figure intéressant. C'est un pays intégrateur, comme vous l'avez dit, fédérateur, etc. Ça n'a pas le cas. Et il y a là une divine surprise pour le chef de l'exécutif australien et pour les autorités australiennes, c'est de dire qu'il y a un terrorisme possible chez eux avec donc les dégâts que l'on a et le bilan que nous avons évoqué. C'est extrêmement important parce que je ne fais pas de lien. Je ne fais pas de lien entre le déficit des politiques publiques australiennes pour ce qui est de la lutte antiterroriste et la prise de position de ces mêmes autorités à propos de la question palestinienne.
il ne me paraît pas y avoir un lien dialectique. Je me suis posé la question tout à l'heure, justement, quand Hafed Boutalba a rappelé cette prise de position australienne par rapport à la reconnaissance d'un État palestinien. Tout à fait. Nous sommes dans deux registres différents. Nous sommes dans le registre de la représentation de l'État palestinien, c'est le registre diplomatique, dans le cadre d'une stratégie qui a porté ses fruits. La Palestine est reconnue comme État par 143 pays. 143 États membres des Nations Unies, c'est vraiment important, sur 193. Par ailleurs, je ne saurais donner un satisfecit au chef du gouvernement australien pour ses prises de position en faveur de la Palestine, sans pour autant lui donner le bénéfice d'une politique antiterroriste qui n'a pas menée, qui n'a pas été menée. Mais en tout cas, antisémite, ou en tout cas un plan de lutte antisémite a été mis en place au lendemain, donc parce qu'il y a aussi une pression politique au sein même du paysage politique Ça témoigne du pays. bien, si vous le permettez, de ce que j'appellerais du retard à l'allumage. Et le fait, c'est une politique qui n'est pas proactive. C'est une politique qui est simplement réactive face à une situation. Très bien. Vous avez un commentaire rapide, bref, Hicham Ben Saïd Alaoui, avant qu'on décolle vers la Russie? Oui, je rappellerai juste, bien entendu, comme ça a été rappelé, que c'est un drame, que je compatis tout à fait sincèrement, et qu'il ne faut pas oublier, bien entendu, que dans notre culture musulmane, Moussa, c'est Moïse, Ibrahim, c'est Abraham, Youssef, c'est Joseph, etc. Et que, bien entendu, pas au nom de l'islam, parce que ce n'est pas de l'islam, c'est tout à fait autre chose, c'est pas du tout de l'islam. Et le deuxième commentaire que je ferai, c'est que les attentats dits terroristes ont ceci de fascinant, et on l'a vécu dans notre chair, lorsque vous voyez le bilan chiffré, vous avez un impact qui est tout à fait terrible par rapport à d'autres événements qui peuvent être tout à fait importants, mais qui ne sont pas du ressort du tourisme. Par exemple, Atlas Asni, on s'en rappelle, en 1994, avait fait 2 morts. Par exemple, Ergana avait fait 17 morts. Le 16 mai 2003 avait fait 33 morts. Mais le retentissement et le rejaillissement mondial a été très largement supérieur à, par exemple, si nous avions eu un petit crash d'avion, nous avions un accident sur la voie qui avait coûté la vie à 2 ou 3 fois plus de nos concitoyens. Donc, juste pour dire que le terrorisme marque, le terrorisme est l'arme des faibles, le terrorisme fait beaucoup de mal aux collectivités, fait beaucoup de mal aux économies et fait malheureusement du mal à certaines religions parce qu'il y a amalgame entre des choses non amalgamables. L'islam est une religion de paix, de tolérance, d'acculturation, de tout ce que vous voulez, sauf de la violence. Donc là, c'est tout à fait horrible ce qui s'est passé. Et un drapeau de l'État islamique a été retrouvé par la police dans le véhicule des assaillants. Qui est un père et son fils, aussi, qui sont d'origine australiens. D'origine indienne. Mais les deux sont australiens. Les deux sont australiens. Nous partons vers Moscou. Ces déclarations, c'est pas ce qui manque depuis le déclenchement de cette guerre en Ukraine, les déclarations du président russe, Vladimir Poutine, qui envoie encore une fois des menaces envers l'Ukraine, bien évidemment, mais aussi envers l'Occident, et qui parle de s'emparer par la force des territoires. Si l'Ukraine et l'Occident abandonnent les pourparlers de paix, la Russie s'emparera par la force des territoires qu'elle revendique en Ukraine. Faites Boutalba, un commentaire. Mais c'est en cours. C'est-à-dire que quand on suit la carte des combats en Ukraine, ce que l'on constate, c'est que les troupes russes sont dans une perpétuelle progression. Alors, c'est vrai que les superficies conquises restent modestes, c'est à peu près 100 km² par semaine. 20% au total du alors, territoire de l'Ukraine. Voilà, alors aujourd'hui, oui, c'est 20% au total du territoire de l'Ukraine. C'est les 4 oblasts, donc Zaporijjia, Luhansk, Donetsk et Kherson, plus la Crimée. Donc ça fait à peu près un territoire de 130 000 km². Pour donner un exemple, c'est la superficie de l'Angleterre. C'est 130 000 km². Donc c'est la superficie que l'Ukraine a perdue. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Elle a perdu militairement. C'est-à-dire, non, ça, c'est pas moi qui le dis. C'est une militairement, on va préciser. Hein, les mots ont leur poids. C'est pour ça qu'on fait cette émission du débrief. Constat sur le terrain, ce sont des territoires occupés par l'armée russe, que l'armée russe a ou que l'État russe a constitutionnellement incorporé sur le territoire
constitutionnellement russes. Voilà, donc ils font partie de la fédération. C'est ce qu'on appelle des oblasts, donc des provinces russes. Mais au-delà de ces 20%, l'armée russe continue à progresser. Kupiansk, une ville quand même assez importante du nord, vient de tomber sous occupation russe la semaine dernière. Quelques semaines avant, il y avait un blocus sur des villes importantes du sud. Il y a eu la prise de Siversk, par exemple, aussi, encore une fois, au nord de Yampil, qui sont sur la voie de deux grandes villes, Sloviansk et Kramatorsk. Ce sont les deux villes qu'aujourd'hui l'Ukraine essaye de défendre. Elle a mis en place ce qu'on appelle un système défensif de citadelle. Voilà, c'est le terme technique utilisé. Et malheureusement, il semble que les Russes s'approchent de plus en plus de ces citadelles. Ce que dit Poutine n'est pas une promesse. Parce que l'Occident peut abandonner. C'est déjà la réalité. réalité. Qu'appelle-t-il par l'Occident? Parce que c'est là, le diable se cache dans le détail. Qui est l'Occident? Est-ce que ce sont les Européens ou ce sont les Américains de l'administration Trump? C'est l'OTAN, aux yeux de Poutine, et donc les états-majors militaires des nations membres du traité de l'Atlantique Nord. C'est ce que vous pensez. Et le renseignement. Plus encore, si vous le permettez, évidemment l'Ukraine, mais dans l'Occident, essentiellement le noyau Union européenne. Oui. C'est extrêmement important. Dans les priorités de la stratégie de Poutine, c'est surtout l'Union européenne, c'est extrêmement important. Alors, il faut revenir sur cette guerre donc, entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. Dans 2 mois, ça fera 4 ans. 4 ans, ouais. C'était le 22 février 2022. Et ça avait été présenté à l'époque, on s'en souvient, comme une opération spéciale. C'est intéressant le choix des mots. Ce n'est pas une agression. Dans le vocabulaire du Kremlin, c'était une opération spéciale. Alors, avec un certain nombre d'objectifs qui avaient été arrêtés. Les objectifs, c'était quoi? Au départ, c'était de changer évidemment le gouvernement ukrainien, donc Zelensky. Et puis, les armées russes pensaient qu'elles allaient occuper Kiev au bout de 3 jours, etc. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Le fait est là. Maintenant, il y a des réalités. Il y a l'occupation de 20% du territoire ukrainien. Il y a un discours sur processus de négociation, mais suivant les conditions voulues par le chef du Kremlin. Il ne variera pas sur ce plan-là. Autre chose aussi, il bénéficie quand même de la passivité, avec ou sans guillemets, du président Trump. On ne peut pas comprendre ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans cette région. C'est pour ça que je posais la question par rapport à l'Occident. Est-ce qu'on parle de l'Occident, des Européens ou des Américains? Alors, qui va abandonner l'Ukraine? Il y a la passivité, avec de temps en temps le président Trump qui exprime sa mauvaise humeur en disant qu'il en a marre d'attendre, que ça n'avance pas, tout ça. Mais tout ça participe simplement d'un discours. Moi, je crois beaucoup à la convergence d'intérêts, sinon la complicité, avec ou sans guillemets, entre le président Trump et le président Poutine. En tout cas, il y a des pourparlers qui vont se tenir ce week-end à Miami, entre les Américains et les Russes. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a Moscou, Washington d'un côté, c'est ça qui est fondamental. Et puis, il y a les gesticulations et les postures de l'Union européenne, d'ailleurs sous la houlette de qui? Sous la houlette du chancelier allemand, mais surtout du président Macron. Oui. On n'a jamais vu un tel activisme de la diplomatie française, à droite, à gauche, à Londres, à Berlin, tout ça, etc., comme si la position française pouvait peser sur les décisions de Vladimir Poutine. Nous partons à présent en Amérique latine. Vous avez parlé du président Trump, on va revenir tout à l'heure à sa déclaration aussi, il n'en manque pas chaque semaine par rapport au Venezuela, mais avant, au lendemain de l'élection de l'ultra-conservateur élu donc dimanche à la tête du Chili, je voudrais m'arrêter sur cette déclaration de la présidente mexicaine, donc au lendemain de l'élection de M. Cast en tant que nouveau président du Chili, Claudia Sheinbaum qui déclarait que ce sont les Chiliens qui ont choisi qui doit les gouverner. Je crois que c'est un moment de réflexion pour les mouvements progressistes en Amérique latine et sur les raisons de ce résultat électoral. Fin de citation. Faut-il rappeler quand même qu'on est très loin de la vague rose d'il y a quelques années qui avait donc embarqué
presque l'ensemble des pays d'Amérique latine fait de Botaleb, on voit que les populations ne sont plus aussi d'accord avec les mouvements socialistes sur le continent. Claudia Sheinbaum, effectivement, c'est la gauche latino-américaine, mouvement Morena, un parti qui a été porté par les urnes à plusieurs reprises, López Obrador avant elle, et puis aujourd'hui Claudia Sheinbaum, qui bénéficie d'une très grande popularité. Claudia Sheinbaum est aussi de confession juive, et rappelons que le nouveau président, lui, Antonio Cast, est un fils d'un officier nazi, qui était assez jeune quand même au moment de la fin de la guerre, son propre père. Il avait 23-25 ans, mais il a porté quand même l'uniforme de l'Allemagne nazie. Mais il n'y a pas que cette référence-là qui choque Claudia Sheinbaum, qui est une des principales, des principales voix qui s'opposent à Donald Trump et à sa politique en Amérique latine. Il faut le rappeler, c'est une présidente très forte, Claudia Sheinbaum. Mais il y a aussi l'histoire... Les déclarations, et quand même, le Mexique ne peut pas se friter avec le voisin américain pour les réalités économiques que l'on connaît. Mais elle sait bien s'adresser à Trump et bien porter la voix du Mexique. Peut-être au début, mais après on a vu la réaction de l'administration Trump et puis aussi la réaction des Mexicains vis-à-vis de toutes les... les tarifs, cette politique des tarifs, et même le Canada, on a vu, c'est la même chose, puisqu'ils font partie de cet ensemble du marché commun nord-américain. Mais pourquoi elle parle elle a parlé d'un moment de réflexion pour les peuples d'Amérique latine, parce que le Chili a une symbolique particulière. Le Chili, c'était le pays de Salvador Allende, vous savez tout ça, professeur Saimi, donc un président... Et de Pinochet aussi. Alors voilà, justement, un président élu, un président de gauche élu par le peuple, mais qui a été renversé par un militaire, qui est Augusto Pinochet, qui va établir une dictature symbolique, une dictature qui avait été soutenue par l'Amérique de Reagan, de Ronald Reagan, pour montrer que le système autoritaire fonctionne en Amérique latine mieux que la gauche. Donc le Chili était devenu une vitrine de cet interventionnisme américain dans la région. Et ce qui est intéressant avec cette élection de Antonio Cast, c'est que le président son prédécesseur, Gabriel Boric, a été élu comme étant le nouveau porte-voix de la gauche en Amérique latine. Il était leader étudiant jusqu'en 2012, un jeune, pas très âgé, et qui s'est retrouvé propulsé à la tête du Chili avec 4,5 millions de voix. 4,5 millions de voix, ça avait été présenté comme étant un record en 2021 au Chili. Antonio Cast, aujourd'hui, c'est 7,5 millions de voix. C'est pour ça que la présidente mexicaine parle des Chiliens qui ont choisi qui doit les gouverner. Donc là, c'est la démocratie. Ce qu'on peut constater... Des fois, je ne comprends pas cet amalgame qu'on fait entre un ultra-conservateur et un dictateur qui a été porté au pouvoir grâce à un coup d'État entre Pinochet et Cast. Non, ce n'est pas un amalgame, parce que Cast, lui aussi, a demandé à ce que les anciens bourreaux du régime de Pinochet soient relaxés. Oui, mais je veux dire, mais là, ce sont les Chiliens qui ont voté, qui ont porté, c'est un choix démocratique. C'est les urnes qui ont tranché. Et si les urnes ont tranché, d'où ma question, ça veut dire que la population n'est pas satisfaite par les politiques menées par la gauche. Alors, ce qu'il y a en Amérique latine, c'est vraiment très clivant. On l'a vu, c'est le pays de Michelle Bachelet, un leader de gauche, première femme présidente en Amérique latine, etc., propulsée au devant de la scène mondiale. Et puis d'un coup, ils votent pour Sebastián Piñera, un leader de droite, très conservateur. C'est pareil pour le Brésil. Bolsonaro, puis Lula da Silva. Donc, Lula jusqu'en 2026. Il y a des élections, au Brésil en 2026, ça m'étonnerait on verra pas bien. Que les Brésiliens basculent encore une fois vers la droite. C'est-à-dire qu'on a vraiment en Amérique latine ce basculement gauche-droite que l'on constate depuis longtemps. Et c'est intéressant parce que Est-Ouest aussi, parce qu'on a la côte... On a la côte ouest qui a clairement... pour l'Amérique, là. Oui, absolument. Oui. Et on a la côte est... Oui, bon, ça, c'est... On verra avec le Brésil, mais qui risque aussi de basculer à droite. Oui, il y a un véritable risque et une séduction pour ces modèles autoritaires incarnés par ces populistes, incarnés par Donald Trump, par exemple, ou Bolsonaro. Ou Milei. Ou Javier Milei, bien évidemment, rappelons. Vous savez pourquoi ? Pourquoi il y a ce mouvement ? Pourquoi il y a ce mouvement entre les uns et les autres, entre les forces autoritaires, donc de droite, et les progressistes? Oui. Parce qu'il y a le bilan. Oui. Il y a le bilan des citoyens. Les citoyens se rendent compte que finalement,
les gouvernements de gauche font des promesses pendant les campagnes électorales, et puis les conditions de vie et de travail ne s'améliorent pas. Et puis, il y a une demande, me semble-t-il, d'ordre et de stabilité. Oui. C'est extrêmement important. Et je crois que c'est le courant d'opinion et d'idées qui prévaut aujourd'hui dans le monde. Pas simplement en Amérique latine, comme vous l'avez relevé, mais également sous d'autres latitudes. Je pense à la Hongrie, je pense à d'autres pays, sans parler, La Russie sans aussi, parler de la Russie, sans parler de la Turquie, Même sans la parler, Chine. etc. Oui, ben oui. C'est-à-dire que maintenant, on se rend compte que finalement, il y a un besoin d'ordre, il y a un besoin de stabilité, un besoin de sécurité, et les gens aiment bien avoir affaire à des dirigeants qui ont de l'autorité. Law of order. Et Absolument. aussi les valeurs de famille et de religion qui, C'est ça. qui reviennent en force, hein, même dans les démocraties libérales. Et on va certainement suivre les prochaines élections. On parle aussi de la Colombie qui va peut-être virer à droite Espérons, à cause de la crise migratoire venue notamment du Venezuela. Et donc, ce qui me mène vers cette déclaration, énième déclaration du président américain en ce qui concerne ce pays d'Amérique latine. Aujourd'hui, Donald Trump, donc, qui déclarait aujourd'hui, j'ordonne un blocus total et complet de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela. Hicham Ben Saïd Alaoui, un commentaire sur cette déclaration du président américain, aussi peut-être aussi si vous avez quelques mots à dire sur le retour de la droite sur le territoire sud-américain. Franchement, pour moi, cette déclaration fait la jonction entre les deux thématiques précédentes, parce que pour en revenir rapidement sur le débat russe, je pense que connaissant la structure mentale que quelqu'un comme Donald J. Trump, il sera beaucoup plus enclin à avoir une certaine sympathie politique pour quelqu'un de volontaire, d'affirmer comme Vladimir Poutine, beaucoup plus que pour Volodymyr Zelensky. Je pense que ça s'est vu à l'occasion de réunions, à l'occasion d'échanges. Au passage, il ne faut pas forcément être totalement surpris lorsque on s'aperçoit que l'hymne russe n'est autre qu'une reprise de l'hymne soviétique et que beaucoup de Russes désignent le territoire en question par la désignation de Russes de Kiev. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément faire les éberlués de bon matin ou de bon après-midi, parce que pour moi, le débat est beaucoup plus sous-jacent et beaucoup plus profond. Et je pense que c'est une lente marche vers des débats qui vont très largement, je pense, à l'occasion des prochaines années, prochaines décennies, dépasser le cadre de l'Ukraine, qui pour moi n'est qu'un commencement, malheureusement. Après, pour en revenir au deuxième débat, je pense que la gauche occidentale a intérêt à capter les signaux et à se réveiller. Parce que dans beaucoup de pays occidentaux, la gauche est persuadée que la priorité des concitoyens, soit en France, chez Viktor Orban ou autres, c'est le réchauffement climatique, c'est les pistes cyclables non genrées, c'est les débats sur la binarité, les débats sur les théories de genre. Et sans faire un peu de caricature ou de mauvaise foi, beaucoup de dirigeants de gauche estiment que c'est sur ça que doivent être basées leurs campagnes, alors que les préoccupations de beaucoup d'Européens sont beaucoup plus basiques. Ils veulent parler d'immigration, ils veulent parler de sécurité, ils veulent parler de pouvoir d'achat, et une certaine diabolisation du débat de la part de certains dirigeants européens de gauche. C'est le retour de la peste brune, c'est travail, famille, patrie, c'est Pétain. C'est des débats qui sont complètement stériles et qui n'ont que pour simple vertu que de braquer le citoyen qui se dit les discours de gauche ne portent pas forcément dans les contrées occidentales, on va peut-être se radicaliser vers une certaine droite. Et si la droite classique, dite républicaine en France par exemple, était beaucoup plus friande de ses valeurs d'origine, de son ADN originel, peut-être qu'il n'y aurait pas du tout d'espace pour la gauche, la droite dite extrême. Hicham Ben Saïd Alaoui, oui, un dernier mot sur cela pour qu'on finisse avec la dernière déclaration du CEO de Ryanair, c'est très important. Donc pour moi, Donald Trump cherche d'abord les intérêts américains, cherche l'équilibre dans la région et souhaiterait avoir un pays qui a une tendance de droite, de gauche si c'est possible, mais pas d'extrême gauche, et qu'on n'ait pas une version 2025 de ce qui a pu se passer en ex-URSS. Et Dieu sait que ça n'a pas été un franc succès avec quelques dizaines de millions de morts. Donc je pense que Donald Trump siffle la fin de la récréation. Et si on peut lui reconnaître une seule vertu, c'est la vertu d'être direct et d'être tout à fait transparent quand quelque chose lui déplaît. Et là, en ça, je ne peux qu'applaudir. Faites votre talent en 2 mots. En 2 mots, cette escalade au Venezuela, au fond, elle cache une rivalité de plus en plus importante, prégnante,
c'est celle opposant les États-Unis au Brésil. Et c'est ce qui se joue véritablement. C'est quand même une diplomatie de la canonnière. Oui, évidemment. Oui. Évidemment, ça ne... Diplomatie de la canonnière. Je note que personne ne fait référence au droit international. Oui. Je note que le Conseil de sécurité des Nations Unies regarde ailleurs. Et nous avons en temps réel devant nous, donc, une diplomatie de la canonnière avec des bateaux qui sont... Il n'y a pas d'autre mot. Oui, qui sont des bateaux avec des dégâts, avec des victimes. Étant entendu que l'explication officielle de Washington, c'est que ce sont des narcotrafiquants. Ryanair, nous sommes ravis d'annoncer officiellement l'ouverture de notre nouvelle base à Rabat qui représente un investissement de $200 millions et notre 5e base au Maroc, Dixit Eddie Wilson, CEO ou président directeur général de la compagnie aérienne Ryanair. Un commentaire en quelques mots, je ferai un tour de table. Hafid Botal, bon 2 mots. C'est une très bonne nouvelle. Le Maroc a un positionnement de plus en plus clair face à l'Europe pour l'hiver. Hicham Ben Saïd en parlait. On est à quelques heures de vol de l'Europe. Le climat reste doux par rapport à la dureté du climat en Europe. Les services sont là, l'offre est là. Donc, et Ryanair va accroître l'accessibilité du royaume pour les touristes européens. C'est que du bénéfice. Et puis, rappelons, ce chiffre, on est à presque 20 millions de touristes cette année. Donc c'est quand même assez... On est à 18. 18 en novembre. Oui. Hicham Ben Saïd Alaoui, commentaire. C'est d'abord la palme de la stabilité, parce que les investisseurs, c'est bien connu, sont plutôt couards. Et lorsqu'ils choisissent un pays, c'est parce qu'ils savent qu'il est axé sur des fondements solides, qu'il a 12 siècles de monarchie, qu'il est stable, qu'il a une monnaie stable, qu'il a une politique gouvernementale lisible à horizon 2 ou 3 ans. Donc d'abord, c'est la confirmation de notre statut très exceptionnel sur le continent africain. Deuxième sujet, c'est une consolidation de la chaîne de valeur. Parce qu'il fut un temps où nous avions un tout petit pan en termes de taux d'intégration industrielle de la production aéronautique et plutôt du côté du nord et un peu plus du côté de Knetra, de la zone de Free Zone. Là, le positionnement de l'aval et non pas uniquement de l'amont, c'est-à-dire la production des turbines, des moteurs et des fuselages, montre potentiellement à terme la consolidation de l'intégralité de la chaîne de valeur. Et ça veut dire tout simplement que les principaux consommateurs d'avions, ceux qui récupèrent des avions partiellement produits au Maroc, sont contents du produit final et viennent également enrichir leur palette à travers l'aval, la distribution à partir d'ici. Et Merci. Dieu sait que certaines de ces compagnies cherchent plutôt des avantages fiscaux. Là, ils viennent visiblement pour d'autres raisons et c'est en soi un motif de satisfaction énorme pour moi. Merci beaucoup. Un mot sur évidemment cet investissement de Ryanair. D'abord, c'est extrêmement important. C'est un choix d'investissement. C'est un choix qui est fait par un opérateur et un grand opérateur international. 200 millions de dollars, ce n'est pas négligeable. C'est la 5e base qu'il y aura donc au Maroc. Et maintenant, c'est Rabat. Rabat, c'est important parce que Rabat a un déficit de visibilité et de desserte, de connectivité aérienne. Vous savez quelles sont les villes qui vont être desservies aujourd'hui sur Rabat? Il est prévu 18 vols hebdomadaires. C'est extrêmement important. Vers où? Vers des villes européennes. Milan, Baden-Baden, Francfort, Porto, on ne va pas faire la liste. Le temps d'émission est écoulé. Oui, c'est très important. C'est important. Donc, ça permet de repositionner Rabat de manière privilégiée en direction du marché européen. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mustafa Sahimi. Merci, Hicham Ben Saïd Alaoui. Merci à vous. Merci aussi à vous qui nous suivez chaque semaine sur le débrief pour votre fidélité à cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée et un excellent week-end à toutes et à tous.